Les années 50. Boom économique dans les pays occidentaux. Guerre dans les colonies. Algérie, Corée, les conflits se multiplient. Aux États-Unis, les Rosenberg sont exécutés et le sénateur McCarthy déclenche sa chasse aux sorcières. Le roi est mort, vive la reine. Élisabeth II est couronnée avec faste dans l'admiration générale. En Europe, on aspire au rêve américain. Le blue jean, sa musique, le rock'n'roll et ses boissons fétiches, le Coca-Cola. Les ados rebelles se reconnaissaient dans James Dean, qui meurt à 24 ans, coincé dans sa Porsche. Les lumières de la ville triomphent, mais Charlot s'exile. En Italie, Federico Fellini a été récompensé aux Oscars pour La Strada. Des millions de gens écoutent la radio, mais dans le coin obscur de plus d'une pièce, de petites boîtes émettent des images dans un bain de lumière argentée. L'âge de la télévision a commencé. Grace Kelly, épouse régnée de Monaco. La rencontre entre Otto Preminger et Kim Novak sur le tournage de L'Homme au bras d'or reflète la difficulté de créer un lien artistique ou affectif entre une actrice en quête de notoriété et un metteur en scène confirmé. Hello, Frankie. C'est presque une banalité. Les acteurs célèbres gardent toujours un excellent souvenir du film et du rôle qui leur apporta la gloire. Ce ne fut pas le cas pour Kim Novak. Plus de 40 ans après le tournage de L'Homme au bras d'or, elle refusa d'apporter son témoignage sur le premier film important de sa carrière. Monsieur Preminger était autoritaire. Il avait une personnalité énergique. Il criait beaucoup. La colère était son moteur de travail. La plupart des membres de l'équipe lui en voulaient. Cela posait beaucoup de problèmes. Il pouvait renvoyer quelqu'un du plateau et le réengager immédiatement. C'était son style. Il m'a fait pleurer pendant tout le tournage. C'était très dur. Je pense qu'Otto agissait ainsi consciemment. Il devait me déstabiliser car mon personnage dans le film était fragile. À cette époque, je n'étais pas encore la grande star que j'allais devenir après ce film. J'étais plutôt une gentille fille, une belle jeune femme très voluptueuse, et puis je passais très bien à l'écran. Certaines personnes irradient à l'écran. La caméra les aime. C'était mon cas. Otto Preminger tenait absolument à ce que je joue le rôle de Molly et ne ménagea pas ses efforts pour obtenir ma participation sur L'Homme au bras d'or. Je voulais avoir Kim Novak pour le rôle féminin. Elle était sous contrat avec la Columbia et les 2 derniers films qu'elle avait tournés avaient bien marché. Mais elle croyait peu en ses qualités de comédienne et il faut dire que les réalisateurs de ses premiers films ne l'avaient pas beaucoup aidée. Prêtant peu d'attention à la façon dont elle disait son texte, il lui avait fait dire ses répliques maintes et maintes fois jusqu'à ce qu'elles paraissent acceptables à leurs yeux, une méthode qui me semble désastreuse. Quoi qu'il en soit, Kim Novak me semblait parfaite pour le rôle et je pris rendez-vous avec Harry Cohn, le grand patron de la Columbia. Il ne voulait pas que j'engage Kim pour L'Homme au bras d'or. Et quand j'ai réussi enfin à le faire revenir sur sa décision, il consentit à me prêter Kim Novak pour 100 000 $, ce qui était à l'époque une somme assez fabuleuse pour une jeune actrice. Mais Kim n'a jamais été la petite oie blanche qu'elle prétendait. Non, j'ai simplement assumé mon statut de jeune fille indépendante. Ma mère était enseignante et mon père, ancien ouvrier des chemins de fer, devint lui aussi instituteur. Malgré, ou à cause de cette respectable ascendance, je n'ai jamais pu m'intégrer au système scolaire. Intelligente et rebelle, j'étais obsédée par mon indépendance financière et je gagnais déjà de l'argent de poche en posant pour la ligne de vêtements pour adolescents d'un grand magasin. J'exerçais ensuite diverses professions, sans jamais renoncer à faire une carrière de modèle, vendeuse ou assistante dans un cabinet dentaire. C'est grâce à la publicité que l'on commença à connaître mon visage. Je fus engagée par une marque de réfrigérateurs pour une tournée promotionnelle à travers les États-Unis, au moment où une autre Marilyn était en train de se faire un prénom à Hollywood.
Bien décidée à tenter ma chance, je suis allée frapper à la porte des studios et obtint rapidement quelques figurations à la RKO. La Fox avait Marilyn Monroe, la Columbia aurait Marilyn Novak. Une fois dans la place, je fus convoquée par le grand patron qui me reçut du haut de son célèbre fauteuil. Il faut changer de nom. Novak, ça va faire peur aux Américains. Je tins bon, et c'est juste mon prénom qu'on a changé. Désormais, je serai Kim Novak. Je tourne immédiatement 2 films avec des partenaires aussi prestigieux que Fred MacMurray et Jack Lemmon. Le public et la critique se montrent sensibles à mon sex appeal, tempéré par une forme de mystère mélancolique et fragile. On n'avait plus vu cela à l'écran depuis Garbo et Dietrich. Je venais de gagner mon premier combat contre Hollywood, mais je n'avais pas encore rencontré Otto Preminger. Remarquable cinéaste et authentique découvreur de talent, Otto Preminger consacra 15 années de sa carrière à lutter contre la censure et les préjugés sexuels, sociaux et raciaux bloquant la société américaine. Tout en livrant régulièrement de très grands films, Preminger sut par moments profiter des faveurs que lui offraient ses actrices principales. Charmeur à la ville, il pouvait se montrer sur un plateau sous les traits d'un odieux tyran. Même si la légende a considérablement grossi le trait, il fut effectivement un cinéaste aussi brillant que torturé, à l'image de son exceptionnel parcours artistique. Le destin savait ce qu'il faisait lorsque je naquis à Vienne le 5 décembre 1906. Mon père, l'un des avocats les plus brillants de la ville, est pressenti pour devenir ministre de la Justice. Il renonce à ce poste car il ne veut pas se convertir au catholicisme. Et comme il est alors impensable qu'un juif devienne ministre de l'Empire autrichien, je suis son exemple et entame des études de droit en même temps que des cours d'art dramatique au théâtre Josefstadt dirigé par Reinhardt. En 1925, je veux devenir metteur en scène. Reinhardt est enthousiasmé par mon talent de directeur d'acteur. En 1932, à peine âgé de 26 ans, je signe mon premier long métrage pour le cinéma. Alors que Reinhardt m'offre la direction du théâtre, je reçois des États-Unis une offre de Joe Schenck, l'ancien producteur de Buster Keaton. Les bruits de bottes résonnent dans l'Allemagne voisine et les premiers récits de persécutions antisémites donnent des idées aux extrémistes autrichiens. Le 16 octobre 1935, j'embarque pour l'Amérique avec dans la poche un contrat de la 20th Century Fox. Plus tard, je ferai venir mon jeune frère Ingo, qui devint agent littéraire et producteur. Ingo sera à l'origine de l'adaptation cinématographique de L'Homme au bras d'or. À mon arrivée, Daryl Zanuck se méfie de moi et me cantonne à la réalisation de films de série B, Danger Love at Work et Under Your Spell. L'année suivante, je m'accroche violemment avec lui. Renvoyé, je pars à New York où, 4 années durant, je retrouve mon premier métier sur les planches de Broadway. Mon autoritarisme et mon fort accent germanique vont me conduire à faire l'acteur dans un registre bien particulier, celui de l'officier nazi sadique. Grâce à ce rôle, je reviens à la Fox en 1943 avec Margin of Error, un film dont j'assure l'interprétation et la réalisation. Ce talent sera définitivement mis en valeur par Billy Wilder en 1953 dans le remarquable film Stalag 17. Life was confining, but never dull in Stalag 17. The boys were up to something new every minute. There were the races every afternoon.
dance on Saturday night. Did anybody ever tell you you had the most beautiful legs in the world? The cocktail hour when the bar was open. What are you serving today? Nitric acid? And if you think everything was roses, it wasn't. Stalag 17 was a hellhole where no man ever escaped alive. One of us is a stoolie, a dirty, stinking stoolie. One of them a German spy, reporting every move to von Scherbach, the commandant. One of them a hunted fugitive, as the Nazis turned Stalag 17 inside out and upside down to find him. C'est Laura qui me place comme l'un des meilleurs réalisateurs de la Fox. Ce chef-d'œuvre du film noir impose magistralement un univers psychologique qui me correspond. L'intrigue tourne autour d'une obsession quasi morbide qui met en scène un personnage féminin fascinant, habité par des pulsions autodestructrices. Je me suis toujours battu contre les contraintes hypocrites du code de censure imposé par William Hayes. Ce film ne fait pas exception à la règle et les forces les plus réactionnaires de l'Amérique se déchaînent contre moi. Je deviens la bête noire des censeurs et tout au long des années 50, je suis le fer de lance de la lutte des cinéastes contre la censure. La drogue, le racisme, la justice militaire, les préjugés de toute nature vont être passés à la moulinette. Mes films sont toujours équilibrés, réfléchis et ne versent jamais dans les travers de la propagande. Je dois admettre qu'au milieu de ce parcours admirable, une faille apparaît dans mon comportement, les rapports conflictuels que je développe avec mes actrices. Les personnages féminins d'Otto Preminger sont habités par un romantisme pervers, subissant l'emprise de pulsions incontrôlables. Le sérieux et le talent avec lequel il aborde ses films ne l'empêchent pas de jouer les ogres dévorant les petites actrices. Il les façonne selon ses obsessions et les filme comme des déesses de l'écran. Toutes les actrices qui tiennent la vedette de ces films ne tombent pas systématiquement dans les bras du metteur en scène. Certaines se rebellent ouvertement, un comportement que Preminger cherche à punir en se servant de son pouvoir de réalisateur tout-puissant. Ce fut évidemment le cas sur le tournage de La Rivière sans retour. Robert Mitchum en arriva même à frapper Preminger, qui faisait sans cesse pleurer Marilyn. Bob Mitchum n'était pas là pour me protéger lors du tournage de L'Homme au bras d'or. Je ne m'expliquerai jamais pourquoi j'ai si mal réagi à la pression d'Otto. Ce que je peux dire, c'est que nous étions dans un registre proche de la tyrannie et du harcèlement sexuel. Mais il est vrai aussi que c'est dans ces conditions que je me suis dépassée. De là à parler de masochisme. To do it without going there.
just stop. Cold turkey. You don't understand. Pain. What else can you do? All I need is one shot. Just one. All right. All right, here, take it. Go on and take it all. Because all that you're going to need after that one shot is another. And then another, and then another. Take it. Take it. You think you can handle it? Here we go. Down and dirty. Le film, porté par l'audace de son sujet et le talent de son réalisateur, fut un triomphe critique et populaire. La fragilité bouleversante du personnage de Molly attira sur Kim Novak la sympathie du public. L'actrice était désormais tête d'affiche sur les productions les plus prestigieuses. Dans la comédie musicale Pal Joey, Kim retrouve Sinatra et fait jeu égal avec la grande Rita Hayworth. Puis, elle obtient le rôle de sa vie dans Vertigo devant la caméra d'Alfred Hitchcock. New meaning to the word suspense. I don't want to die. There's someone inside me, and she says I must die. Scotty, don't let me go. What was the strange attraction that brought these two together, in spite of the dark forces that tore them apart? The specter from the past that drew her to the ancient headstone in the Mission graveyard. The compulsion that drove her relentlessly to the point of no return. The story of a love so powerful it broke down all barriers between past and present, between life and death, between the golden girl in the dark tower and the tawdry redhead that he tried to remake in her image. If I let you change me, will that do it? If I do what you tell me, will you love me? Yes. All right. All right, then I'll do it. I don't care anymore about me. Hitchcock se comporta avec moi comme un vrai gentleman. Mais sans doute n'étais-je pas son type de femme. Personne ne savait ce qui se cachait derrière son éternel sourire. Le scénario baigne pourtant dans ce même climat de romantisme vénéneux et obsessionnel qui caractérise les meilleurs films noirs d'Otto Preminger. Mais si les préoccupations d'Hitchcock pouvaient parfois rejoindre celles de l'Autrichien, leur méthode de travail avec les acteurs n'avait que peu de points communs. En 1959, je signe un remarquable drame judiciaire dans Autopsie d'un meurtre où James Stewart horrifia les bien-pensants en exhibant une petite culotte devant un tribunal. Une fois encore, le scandale déclenché par les censeurs se retourna contre eux et le film fut un triomphe. J'apparaissais même sur la bande-annonce, preuve de la grande notoriété dont je jouissais à Hollywood. Au début des années 60, je réalise plusieurs grosses productions peu inspirées. Après l'épopée de la naissance d'Israël, retracée dans Exodus, j'explore les caves du Vatican dans une nouvelle superproduction affichant un casting international, Le Cardinal. Il faudra que je retourne vers des productions au budget et aux ambitions plus modestes pour retrouver toute la vigueur de mes chefs-d'œuvre des années 40 et 50. Dans Harry Sundown, je traite avec justesse du racisme dans les États du Sud et je me réconcilie avec les cinéphiles. En 1980, je tourne mon dernier film et en 1986, je tire le rideau, sans savoir réellement pourquoi j'avais tant de mal à travailler avec les femmes. Tant pis, mon œuvre parle maintenant pour moi.
En 1964, je trouve un nouveau grand rôle, celui de la gentille prostituée dans Kiss Me Stupid de Billy Wilder. L'échec commercial de ce film va briser ma carrière. Le vieil ennemi d'Otto Preminger, la Légion catholique pour la décence, a en effet ordonné le boycott total de cette comédie, jugée offensante pour l'institution du mariage. If she's the wife, what's she doing with the boyfriend? Well, she thinks it. Oh, you'll have to go see it. Go see what? Kiss me, stupid. Je fais un retour remarqué devant les caméras en 1978 dans Le miroir se brisa d'après Agatha Christie. J'ai enfin trouvé la paix intérieure qui me manquait. Après mon travail avec Otto Preminger, je n'ai plus jamais renié ce que j'étais, préférant quitter ce monde pour vivre en harmonie dans le mien. Avec Embrasse-moi idiot et Vertigo, L'Homme au bras d'or est le troisième chef-d'œuvre qui entretiendra pour les cinéphiles le souvenir de la beauté et du talent de Kim Novak. On ne saura sans doute pas comment fut créé hors caméra le personnage de Molly, mais on n'oubliera jamais le regard fragile et doux de Kim Novak, filmé par la caméra d'un Otto Preminger qui se cherche toujours.